Allez, c'est parti. Salut à tous, je sais pas. Alors, comme d'habitude, je m'entends en double, très intelligent, ça la double fenêtre, voilà. Ah, Ryan, qu'est-ce qui nous manque dès qu'il n'est pas là? Dès qu'il n'est pas là, voilà. Dites-moi si vous m'entendez, si tout se passe bien, la musique, tout ça, comme d'habitude. Je vais pendant ce temps-là faire les trucs que je dois faire à chaque fois, changer cette image. Hop, hop, on fait ça, on fait ça. Voilà, logiquement, ça doit être changé. Pero no. Salut, salut, désolé, désolé, j'ai pas le temps. Euh, Salut à tous. Ok, il veut pas changer. Ah, justement, j'espère que vous entendez aussi les travaux juste à côté de chez moi. C'est sympa, c'est sympa. C'est que c'est toujours au moment où on lance un stream qu'il y a des travaux qui se lancent. Sinon, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est pas drôle, je vous jure. À FCM, on a eu différents bureaux. À chaque fois qu'on doit enregistrer, il y a un mec qui coupe les. C'est incroyable. C'est incroyable. On se l'explique pas, mais on attire les coupeurs de haies. Donc si vous coupez des haies, sachez que vous pourrez le faire pas loin. Sachez que je dois pas être loin. Si vous coupez une haie, je suis pas très loin, logiquement. Voilà. Si vous faites des trous dans le plafond, je suis pas trop loin. Voilà, voilà. Alors, on va discuter aujourd'hui, comme on l'a fait la dernière fois, avec des sujets un petit peu moins polémiques, on va dire. Les sujets, c'est quoi? Donc cette semaine, ça va tourner autour du match Montpellier-OM. Déjà, je vais vous lire ce qui, je pense, est le meilleur compte-rendu de tout l'internet des matchs de l'OM. C'est les comptes rendus de notre ami Camélus Blas. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, il est notamment sur Twitter. Ce sont les meilleurs comptes rendus des matchs de l'OM avec de l'humour, je précise, parce qu'il faut dire qu'il y a des choses qui sont peut-être parfois un petit peu osées, mais j'aime beaucoup de manière générale. On va ensuite parler des fameux tokens OM, parce que vous aviez été quelques-uns à m'en parler la dernière fois, et donc voilà, je me suis dit qu'il fallait donc aller dans le sens de comment dire de ce que vous me demandiez, et puis ça m'intéressait un petit peu de voir ce que c'était ces tokens OM. Donc voilà, je me suis même inscrit, comme vous pouvez le voir, j'ai donné de ma personne. Par contre, j'ai pas non plus donné de l'argent, faut pas non plus faut pas non plus pousser mémé dans les orties. Et enfin, on parlera aussi de Marcelo Bielsa avec ce livre incroyable qui s'appelle euh, les 11 chemins vers le but. Et là, je me rends compte que j'ai même pas pris mon livre pour vous faire la pub de mon livre, parce qu'il faut aussi que vous l'achetiez. C'est très très important d'acheter mon livre, mais ce livre-là est aussi excellent, et le mien se concentre sur Marcelo Bielsa à l'OM, et celui-ci se concentre, c'est comment dire, la philosophie de Marcelo Bielsa. C'est que du bonheur, quoi. C'est Marcelo Bielsa en prose. C'est un truc qui se lit finalement assez vite, même s'il y a quelque chose un petit peu, il y a deux trois petits trucs qui demandent un petit peu à ce qu'on s'arrête dessus, mais surtout c'est quelque chose dans lequel on peut se replonger à longueur de temps. C'est vraiment très très riche. Donc voilà. Là, Cornu 666, ça devient relou le combo Bielsa plus autopromo. Là, c'est pas de l'autopromo, c'est chez nos amis de Lucarno Posé. Et donc Elfa59 qui demande il est en vente où? Tu vas sur leur site Lucarno Posé, ou tu tapes Lucarno Posé les 11 chemins vers le but. À mon avis, tu vas finir par trouver le lien. En tout cas, sur leur site, tu vas le trouver. Et comment s'appelle mon livre? Mon livre s'appelle OM Bielsa, enquête sur une relation passionnelle. J'en ai quelques-uns là-bas. Mais bon, les amis, on va commencer tôt douche. Donc tu demandes si le live vient de commencer. Le live vient tout juste de commencer. Et normalement, la musique s'arrête même, puisque là, on va parler de choses sérieuses. Je ne sais pas par quoi vous voulez commencer. Dites-moi dans le chat si vous préférez commencer par donc le débrief Montpellier OM avec un petit peu d'humour et les meilleures notes de la presse mondiale. Ou alors si vous préférez qu'on parle token OM token, dites-moi, c'est vous qui choisissez. Donc je dois avoir un truc Montpellier OM, débrief. S'il y a un dernier débrief, par le débrief. Bon,
Allez, on y va. Donc, Coffee on Rise, Bradley, Buboem 19, Yasuke. On va partir là-dessus. Et Escobar Zelazi, tu me demandes si on n'est pas sur YouTube. Le replay sera sur YouTube. La revue de presse est uniquement sur la chaîne Twitch. Et voilà, donc j'espère que ça vous dérange pas trop parce que là, je sais pas ce qui se passe. Vous entendez une perceuse, un truc comme ça dans le fond? Dites-moi. Parce que ça fait chier, mais Paris est magique des sardines, c'est magnifique. Ben merci de nous l'apprendre. Je vais pas avoir le temps comment dire de dégager tous les trucs. Je sais pas s'il y a un modérateur. Ah voilà, je vois qu'un message a été supprimé par un modérateur. Donc merci beaucoup les modérateurs. Merci beaucoup. Et vous me dites pas de bruit de fond. Ça va. Ouais, ce soir c'est Twitch et après ça passe en replay sur la chaîne FCM. Oh là là, c'est vraiment vraiment magnifique. Allez, on part tout de suite sur la Canebière Academy. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce site hors jeu. Donc c'est un peu un site historique de l'internet football français. Donc c'est un site qui fait dans l'humour, qui ne fait pas que dans l'humour. Bon, enfin moi quand j'y vais c'est surtout pour lire des chroniques des chroniques de matchs et particulièrement donc la Canebière Academy qui est donc rédigée par Camélus Blas qui donc est un chameau comme vous pouvez tous le voir bien sûr, vous le savez. C'est une sucrerie dit Coffee on Rise, le site de hors-jeu, c'est tout à fait ça. Et donc on va se faire la Canebière Academy Montpellier OM, donc de l'ami Camélus Blas, qui est au demeurant aussi un très bon gardien, surtout quand vous jouez au five et qu'il sait plonger. C'est chiant quoi, parce qu'au five, actuellement les gardiens ne savent pas plonger. Allez, on y va pour le débrief. Donc Montpellier OM 2-3, la Canebière Academy est renversante. Aioli les Sapiens, nouvelle saison, nouvelle année zéro pour le projet olympien. Florian Thauvin est parti se faire humilier à Tokyo avant d'éprouver la patience des supporters mexicains et plusieurs boulets certifiés, ne serait-ce que sur le plan financier, nous ont également quittés. Depuis le récapitulatif de la saison dernière, on enregistre également le départ de Lucas Perrin à Strasbourg, de même que quelques départs de jeunes et retours de prêt. Longoria a pour tâche de reconstituer une équipe première digne de ce nom avec plus d'astuces que de moyens. Le Pablo's Eleven qui se dessine présente tous les aspects d'une bande de revanchards prêts à montrer sous la houlette de Jorge le dingue ce que signifie vraiment jouer au football sans oublier de mettre quelques tartes au passage quand la pression s'élève. Luan Pérez, Gerson, William Saliba, Cengiz Under, Paul Lopez, Matteo Guendouzi s'apprêtent à revêtir le maillot olympien, sans oublier ce blaze à côté duquel Georges Kevin Nkoudou ou André Franck Zambo Anguissa passent pour des patronymes anodins, à savoir Conrad de la Fuente. Le plus beau blaze de la planète Terre. Finissons ce tour d'horizon en évoquant Arkadiusz Milik, qui a connu la mauvaise nouvelle pour lui, moins pour nous, de se trouver blessé avant l'Euro. L'attaquant polonais reste donc à l'OM et devrait se trouver disponible dans 1 mois et demi. Le cas Lirola est quant à lui en suspens. À en croire la rumeur depuis 4 semaines, les discussions progressent et il ne reste plus que quelques détails à régler, d'où l'on déduit que les médias ont la même conception de la notion de détail que Jean-Marie Le Pen. Petite blague. Du côté des départs, rien de nouveau pour les deux premiers joueurs concernés, pour les deux principaux joueurs concernés, Camara et Tchaletatsar. Du côté de la Canebière Academy, on rappellera les objectifs assignés à l'équipe pour cette saison, guère différents de ceux de la précédente foirée dans les grandes largeurs. Se qualifier en Ligue des Champions, malgré le désintérêt croissant que nous procure le football de l'élite, il faut bien le reconnaître. Gagner un truc, n'importe quoi, mais un trophée officiel quelconque, lié à Ligue 1 Game, hein. Bien figurer Ligue Europa à minimum en passant les poules, gagner à Bordeaux en tout cas s'ils existent encore, arrêter de se faire taper comme des merdes par des clubs amateurs, adopter un jeu qui évite de pousser les téléspectateurs au suicide, retrouver une ambiance au Vélodrome en espérant que finissent vite ces putains de huis clos. Alors, on passe donc à la compo. Donc c'est I am Jean-Michel last night do not approve this message pour les connaisseurs. Allez, on continue. Donc on passe
à l'équipe. Donc voilà, Mandanda, Saliba, Balerdi, celle qu'on a vue donc dimanche dernier. Paul Lopez est à la fois blessé, suspendu et positif au Covid-19. C'est ce qui s'appelle rentabiliser ses absences. C'est même pas une blague, mais c'est vrai. Hormis notre nouveau gardien numéro 2 ou numéro 1 bis, on ne sait pas encore, les recrues sont sur le pont. Après ces longues absences de la saison dernière, Jordan Amavi est bien disponible mais reste sur le banc au nom de l'opération Mes couilles les latéraux, Monvier l'avant-centre initié par Sampaoli. Payet et Gerson doivent s'accommoder tant bien que mal de leur position plus avancée qu'à l'ordinaire. Le match. Comme le dirait notre consultant cycliste Luc Siffer, les baroudeurs attaquent dès le kilomètre 0. Payet et De La Fuente ne tardent pas à mettre en jambe et dès la 3e minute, un double 1-2 de toute beauté envoie Dimitri marquer le premier but refusé pour hors-jeu. Tout à l'attaque, tout au spectacle, tout à la glisse, l'OM fait plaisir à voir mais sa domination se paie de plusieurs moments de flottement slipométrique au quart d'heure de jeu. C'est-à-dire que le slipomètre, c'est aussi tout un concept de la manière dont les slips des supporters marseillais peuvent souffrir lors des matchs de l'OM. Pour autant, les Olympiens ont le ballon, pressent, combinent, obtiennent des corners et tirent au but, mais rien n'y fait. Nous souffrons d'un manque complet de réussite, pas arrangé par le manque d'attaquants de pointe. La plus belle occasion provient d'un corner d'Under dévié par Guendouzi et manqué de justesse par Saliba au second poteau. Juste après, une interception de Gay relayée par Payet envoie Under au tir, bloqué par le gardien. Sur la relance, les Montpelliérains parviennent sans trop d'opposition sur notre côté droit, d'où Delors peut envoyer un centre plongeant, une main dans le slip. Pressé par la board, Luan Pérez ne peut que dévier ce ballon vicieux au fond des filets. 1-0, 30e minute. Immédiatement ensuite, la défense flotte toujours un peu après avoir envoyé un corner. La board est décalée à l'angle de notre surface, insuffisamment pressé, il expédie volontairement ou pas un superbe enroulé. Poteau rentrant dans la lucarne d'un Mandanda perplexe comme un morse devant les dernières nouvelles sur le basculement du Gulf Stream. Et oui, la fameuse capacité de réaction de Mandanda. Alors que Dame Fortune nous a sauvé les miches à plus d'une occasion pendant nos matchs ignobles sous Villas-Boas, visiblement ce serait trop demandé de bénéficier d'un petit coup de chance maintenant que l'on joue bien. Rageant. Le score à la mi-temps punit sans pitié nos erreurs, mais dans le jeu, les promesses sont réelles. Moi, à ce moment-là, je pensais qu'on avait perdu parce que voilà, c'est souvent le cas, quoi. Lorsque tu joues bien, mais que tu es puni n'importe comment, tu le payes. La deuxième mi-temps repart sur le même rythme, avec des Olympiens volontaires et des Montpelliérains prompts à exploiter les espaces qu'on leur laisse. Heureusement pour nous, leur réussite insolente commence à les fuir quand par 2 fois, Wai fait danser nos défenseurs mais croise trop son tir. Wai qui m'a vraiment fait souffrir parce qu'habituellement j'aime beaucoup le voir parce que dans Football Manager c'était mon joueur préféré. J'ai lancé sa carrière, il mettait 30 buts par saison avec moi. Un joueur exceptionnel vraiment. Dans Football Manager au moins, on verra. Mais il a quand même quelque chose, je pense. Après un nouvel échec d'Under face au gardien, Sampaoli décide de passer à la vitesse supérieure une fois l'heure de jeu atteinte. Sans avoir démérité, mais pas à son poste, Gerson laisse la place à Benedetto. L'OM joue ainsi avec un attaquant de pointe et surtout un Dimitri Payet en réel meneur de jeu. C'est le moment du feu d'artifice. Arrêté face à 2 défenseurs, Conrad de la Fuente tienne El Fuego dans les gambettes et dépose Isseux, non sans avoir pensé à lever la tête au préalable. Son centre à la terre est parfait. Au second poteau, Under met une application infinie à conclure comme un élève à qui l'on aurait dit que son nouveau prof est une peau de vache. À la rentrée, c'est double soulignement de la date à la règle, saut de ligne et pomme sur le bureau de l'instit. Bref, un plat du pied scolaire qui nous permet de revenir à 2-1. C'est vrai que moi aussi, ça m'avait un peu marqué la manière dont Under s'est ultra appliqué. Mais bon, dans tous les cas, à partir du moment où il l'a pas foiré, c'est bon. Dans la foulée, Saliba sort de plus en plus de la défense pour aller proposer des combinaisons et des doublements. Si devant leur télévision, Rudy Garcia et André Villas-Boas font des AVC, du côté des supporters, on en serait plus à aller racheter du sopalin. Je pense que ça exprime assez bien l'état d'esprit des supporters marseillais à ce moment-là. Une combinaison Saliba-Camara-Under envoie Cengiz se faire descendre à l'entrée de la surface. Trop confiant dans l'incapacité notoire de Payet à planter un coup franc direct, les Montpelliérains lui opposent un mur en papier crépon. Fatale erreur, le coup franc de Dimitri Payet traverse et surprend le gardien. 2-2, 74e minute. C'était quand même un match de fou, parce que je me souviens déjà du cri que j'ai poussé à ce moment-là, juste au 2-2. Mais Payet ne s'arrête pas en si bon chemin et passe la fin du match à pisser en hélicobite sur la mousson. Saliba, lui, se mue en ailier et lancé par Under réalise un festival dans la surface adverse pour un centre retrait que Benedetto ne parvient pas à reprendre correctement. J'avais presque oublié cette frappe de Benedetto où je ne sais pas ce qu'il fait, mais qu'est-ce que c'était que cette frappe? Je ne sais pas si vous vous souvenez du truc, mais qu'est-ce qu'il a fait?
Pour les Héroltais, tenter de ressortir la balle équivaut alors à participer à un plan à 3 avec Teddy Riner et Clarisse Agbenienou. On peut, mais il vaut mieux être armé pour. Ils explosent ainsi face au pressing de Luan Pérez, ce qui permet à Gay de lancer immédiatement Payet dans la surface. 3 défenseurs entourent Dimitri, ce n'est pas assez. 2-3, 80e minute. Là, ça a vraiment été difficile pour mes voisins à ce moment-là. Jugeant qu'ils ont eu trop d'occasions de se rendre au stade ces derniers temps, les supporters pailladins s'empressent de justifier un nouveau huis clos en arrosant le bord du terrain de projectiles, éclatant la lèvre de Valentin Rongier au passage. À la deuxième séance de ce type, l'arbitre interrompt le match pendant quelques minutes. Pas de quoi déconcentrer nos joueurs qui opposent un bloc remarquable aux dernières tentatives adverses. Clairement, les Olympiens auront du mal à tenir la distance s'ils doivent dépenser une telle énergie à chaque rencontre, mais à tout prendre, on préférera toujours trembler du fessier sur ce genre de scénario que de défendre un 1-0 inquis sur notre seul tir cadré du match. Je pense que là-dessus, on est à peu près d'accord. On va terminer avec les fameuses notes. Je ferai un tour après sur le chat, promis. Les notes. Donc, avertissement, les notes individuelles traduiront mal la manière dont notre milieu a souvent été transpercé et notre défense ballottée. On mettra en effet ces failles davantage sur le compte des déséquilibres collectifs qu'exige le jeu sampaolien que sur de réelles défaillances individuelles, ce qui est tout à fait correct. Mandanda, 2 sur 5. Les relances de Steph, c'est comme les jupes. Plus c'est court, plus ça fait battre vite le cœur de ceux qui les regardent. Voilà. Et encore, bon, il lui a mis aussi un petit taquet sur son temps de réaction sur le deuxième but. Saliba, 3 plus sur 5. Donc c'est plutôt une bonne note. Oui, donc il met des 3 plus, des 3 moins, etc. Donc il y a plusieurs trucs comme ça. La note n'aurait sans doute pas été la même si la séance de tango que lui a infligé Wais était soldée par le but du 3-0. Il n'en a rien été et l'on retiendra donc plutôt les tacles de classe, l'allant offensif et la justesse des passes. Que les camarades des autres académies se rassurent, votre Saliba, on va en prendre soin comme vous n'avez pas été foutu de le faire. Oui, parce qu'il y a aussi une académie sur Saint-Étienne et sur Arsenal, il me semble. Donc voilà. Balerdi, 3 sur 5. Chaque match sans craquage monumental est un pas de plus sur la route qui mènera Léo au statut de grand défenseur. Espérons qu'il devienne un grand défenseur. Luan Pérez, 3 moins sur 5. Des débuts que l'on n'aura pas peur de qualifier de calamiteux avec une occasion concédée après s'être arrêté pour réclamer une faute, un CSC et un carton jaune pour une belle semelle. Et une différence notable cependant par rapport à quelques branquignoles mémorables de notre histoire, Luan s'est décidé à ce que cette période difficile dure 45 minutes et pas 45 matchs. Dès le retour des vestiaires, on a revu le patron entreaperçu au cours des matchs de préparation tout en tacle autoritaire et impact au pressing. Voilà, je pense que c'est aussi assez correct comme appréciation. Camara, 3 plus sur 5. Mais non, il n'est pas flou ton rôle sur le terrain, la consigne est on ne peut plus clair. Ce que tu as à faire, c'est tout. Et il a à peu près bien fait, Camara. Gay, 4 sur 5. Une caravane du Tour de France à lui tout seul. Ça distribue des cadeaux dans tous les coins, sans relâche et avec le sourire. Pas mal. Gendouzi, 3 sur 5. Relais infatigable et orfèvre de la faute inutile. C'est aussi assez correct, je pense. Under, 4 sur 5. Un déchet qui s'avérera sans doute agaçant à la longue, mais pour l'heure, avec un tel volume d'occasions produites, on n'a pas trop à fouiller pour trouver de très bonnes choses. Luis Enrique, qui rentre à la 86e minute. Je vais te me faire entrer 2 attaquants dans les 5 dernières minutes. On verra encore si tu nous parles de rétraction gonadique, cabron. Ok, je sais pas ce que ça veut dire, mais on va rien dire. Gerson 2 sur 5, seule réelle déception individuelle du match et encore avec beaucoup de circonstances atténuantes. On attend de voir ce que ça donne derrière un attaquant de pointe. Benedetto 2 sur 5, pas en réussite avec notamment une grosse occasion loupée, mais sa seule présence en pointe a immédiatement bonifié le collectif et puis des ailiers qui lui font des passes, Dario avait perdu l'habitude. Il faut le temps que ça revienne. De la Fuente, 4 sur 5. Comme quoi, le scouting, c'est important. On a juste entré comme critère ailier sur bon pied qui déborde vite et centre juste, au lieu de type en faux pied qui fait 4 dribbles, dont 3 sur lui-même avant de perdre la balle en faisant ah et paf, la vie est tout de suite plus belle. Je pense que je souscris. Dieng, entré à un moment critique avec l'air de rien une défense solide en pleine surface, là où on a déjà vu des attaquants plus expérimentés commettre des fautes de gros bénés. Et enfin, Payet, 4 sur 5. Certes, c'est le genre de match qui fait d'autant plus regretter son inconstance, mais dites-vous bien que si Dimitri était régulier à ce niveau, il serait, depuis belle lurette, en train de compter ses Ligues des Champions avec le Real au lieu de jouer chez nous. Donc voilà, messieurs. Ok, donc je vois dans le chat, on me dit ce que ça veut dire rétraction gonadique.
Ok, c'est pas étonnant. Je regarde un petit peu donc ce que vous avez dit. Ok, merci à tous ceux qui me passent le bonjour. Euh, Alpha 59 qui dit Laborde pas volontaire, il regarde même pas le but, un pied crochu, ouais. Bon, je sais pas. Contre nous, de toute manière, Laborde et Delors à chaque fois, c'est Lewandowski et je sais pas quel autre est Benzema, donc tu comprends pas trop comment, mais bon, le reste du temps, c'est juste Laborde et Delors. C'est inspiré de notre cher Taïwo, Clément qui me dit Mourad, tu fais du bon travail, tu es souvent, voire très souvent pertinent, merci beaucoup. TechTrem s'est abonné avec Prime, donc merci beaucoup. Je ne sais pas tout ce que ça veut dire, mais qu'aurait proposé AVB avec cet effectif, c'est une bonne question. Ce maillot OM Mourad, c'est des mauvais souvenirs. C'est vrai que c'est une très mauvaise saison, mais c'est aussi l'un des premiers maillots que j'ai et donc je suis très attaché. Pourtant, il ressemble plus à rien. C'est-à-dire que le truc Ericsson, je ne sais pas si vous voyez, mais il est défoncé parce que j'ai tout fait avec ce maillot. Mais du coup, j'y suis attaché parce que c'est un très vieux maillot et c'est voilà quoi. Mais c'est vrai que c'était une saison vraiment mais désastreuse. Ok, cette nuit, ok, des tacles de Taïwo sur Messi, bon, je comprends tout à fait. La data, machin. Mandanda, son jeu de pied est vraiment inquiétant. Pas jaune sur Luan Pérez, ça n'a jamais été son point fort, voilà. On parle un peu du début d'Amazon, on peut. Euh, Tu devrais laisser un mot dans ton hall d'immeuble avant chaque match d'OM pour t'excuser de tes futurs hurlements de rage ou de joie. Écoute, je pense que, en règle générale, en fait, je devais plutôt mettre. Je pense que mes voisins s'inquiétaient plutôt de moi lorsqu'il y avait des matchs de l'OM. Pour moi, tu vois, ils devaient se demander merde, qu'est-ce qui se passe. Pierre qui nous dit pour l'action où Luan s'arrête sur un angle, on voit qu'un attaquant lui tire le short, difficile de lui en tenir rigueur. Ouais, alors sur ça, c'est un peu particulier parce que oui, alors ok, il y a peut-être faute et tout. Après, tu peux te dire oui, mais si t'es un mec un petit peu vicieux, bon bah voilà, tu t'arrêtes pas. C'est ouais. Moi, je lui en veux un petit peu. En fait, je lui en veux pas, mais je me dis, je me dis, il est un petit peu, il est un petit peu naïf. Luan Pérez, Bubu qui nous dit Luan Pérez, à part le but, a fait un gros match, il a été hyper sollicité. Oui, voilà, mais même le but, enfin, franchement, on peut pas lui en vouloir sur le but. C'est moi, je peux pas lui en vouloir sur le but. C'est un truc, enfin, c'est involontaire. C'est pas non plus un placement, un mauvais placement. C'est un truc qui arrive une fois sur 100. Je pense pas que moi je lui en veux pas pour le but, je lui en veux plus limite pour s'arrêter et pour le fait de faire un petit peu de faire enfin d'être un peu naïf sur l'action où il prend, je sais plus s'il prend ce jaune sur là, mais en tout cas les Montpellierins récupèrent le ballon et je vois que voilà, Coffee on Rice qui dit Benedetto, on l'a senti un peu déboussolé d'avoir reçu des passes, c'est ce que disait Blad dans son truc et je suis assez d'accord, je suis assez d'accord avec ça. Enfin, je sais pas, mais Benedetto, vous savez que c'est une cause qui m'est chère, mais parce que je l'aimais beaucoup lorsqu'il était à Boca avant blessure et que j'étais plutôt content de le voir arriver et il faut se rendre à l'évidence, le mec il était en dépression nerveuse, je sais pas, enfin dépression footballistique quoi sur le terrain, il n'arrivait plus à rien faire. Donc peut-être qu'en effet le fait d'avoir une équipe dans laquelle l'avant-centre touche beaucoup de ballons, il faut qu'il s'y réhabitue parce qu'avec avec Villas-Boas c'était pas du tout le cas. Et après on verra bien. Après, on ne sait pas s'il part non plus. Mais sincèrement, c'est une grosse déception personnelle, Benedetto, parce que je l'aimais beaucoup. Sabri nous dit Benedetto venait de rentrer en jeu et il a mis sa frappe croisée. Laquelle, tu veux dire? Parce qu'il y en a une où il part un peu à la limite du hors-jeu, je pense que c'est sifflé après, mais c'est surtout le moment où il reçoit un ballon, genre il doit être à 8-10 mètres, il est vraiment bien placé, et il me semble que c'est du gauche, il ouvre le pied genre comme ça, et la balle part super haut. Alors ce mec-là a vraiment perdu énormément de confiance, parce que ce qu'il avait, lui,
c'était vraiment, vraiment de la spontanéité dans tous ses gestes. Et là, quand il a de la spontanéité, c'est un désastre, quoi. T'as envie de lui dire, réfléchis à ce que tu fais. Donc je sais pas. J'aime beaucoup ce joueur, j'aimerais beaucoup le voir se relancer, mais j'ai un petit peu peur, j'ai un petit peu peur. Je sais pas si sa carrière elle est pas terminée ou s'il peut encore se relancer. Taxolo qui nous dit, peut-on parler de Gerson, le pauvre, c'est un 8, mais avec le système de Sampaoli, il n'y a pas de 8 où tu joues 10 ou 6. Donc à terme, comment tu vois l'adaptation de Gerson? Franchement, j'ai du mal. La dernière fois, je vous parlais de Coparena et ils ont fait un peu un mini podcast sur les recrues de l'OM et dont Gerson. Et ils disaient que l'un des trucs de Gerson, c'était qu'il pouvait faire vite avancer le jeu, soit être à la réception de la balle, soit par ses passes dans le dernier tiers adverse, et que c'est un petit peu ça qui peut apporter, un petit peu de créativité à ce niveau-là. Après, il n'y a pas de relayeur, donc il faut réfléchir à ça, quoi, au fait que Gerson a peut-être cette capacité à apporter de la présence dans le dernier tiers, qu'il a aussi, on voit que quand il est plus bas de temps en temps, il peut bien lancer les ailiers. Et après, est-ce qu'il n'y a pas de 8? Est-ce que, bon, Guendouzi, c'est pas tout à fait un 8, mais c'est un mec qui a aussi une capacité de pressing un peu plus grande, mais je pense que peut-être pas dans un rôle similaire, mais en tout cas qui peut être un espèce de pendant à Guendouzi, mais qui fait des choses un peu différentes, quoi. Je l'imagine un peu comme ça à terme. Mais vu que Gay, pour moi, t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit de le sortir, c'est la caravane du Tour de France qui distribue à tout va. Donc tu vas sortir, tu vas sortir, je sais pas qui tu vas sortir. Wayne qui me dit, yo, le stream a des petites coupures ou c'est moi. Dites-moi s'il y a des petites coupures, faites-moi savoir ça. J'espère pas. Les autres, s'il y a des coupures, vous me dites surtout, ça m'embêterait. Mais pareil. Ah merde, merde, merde. Je sais pas trop ce que c'est. Ces petites coupures. Mourad, que donnerait un match de l'OM de Sampaoli face au Shakhtar de De Zerbi? Ce serait très très sexy. Donc j'espère que ces petites coupures vont se régler. Je suis désolé, je sais pas du tout d'où ça vient. Je ne sais pas si c'est seulement chez vous ou si c'est dû à mon internet. J'espère que ma copine n'est pas en train de regarder des trucs en streaming qui font qu'il y a des petites coupures. Écoutez, je vais aller voir 2 minutes, je reviens vers vous, hein. Je vais m'absenter juste 2 secondes, je reviens 2 secondes. Yeah, do not watch, please. Bon. Désolé les gars, je sais pas ce que c'est. J'ai été voir à côté. Personne n'utilise Ça doit être ta connexion FC Marseille, mais ouais, c'est peut-être ma connexion, mais je peux pas faire grand-chose. J'ai la fibre, ça vient de chez toi. Ouais, ça doit venir de chez moi. Bon, j'espère que ça va se régler. Je suis désolé, c'est encore regardable. Ça mérite une fessée. Vous êtes un peu sévère. Vous êtes un peu sévère. Euh, je sais pas du tout à quoi c'est dû. Je vais peut-être couper ça. Bon. Désolé. J'espère que ça va aller mieux dans les minutes à venir. Et on va passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet, enfin, si c'est juste l'image qui frise, c'est pas trop grave. C'est surtout au niveau du son, quoi, que c'est important. Euh, il faut désactiver latence basse dans Options. Ah, tu veux dire vous ou je sais pas. Je sais pas. Bon, il y a un décalage avec les autres qui sont pleins. Le problème avec Benedetto, c'est qu'il est en dépression. Il y a un décalage avec les autres qui sont pleins d'enthousiasme. Pareil pour Douillet, Tchaleta Tsar. Peut-être. C'est vrai que j'ai un peu cette impression. Je crois qu'il y a Annie 976 qui s'est réabonné pendant 5 mois. FCM toujours au top. Merci à toi, Annie.
Je t'avoue que je vois pas toujours ce qui se passe, mais merci à tous ceux en tout cas qui nous suivent, ça fait grand plaisir. Contre quel entraîneur Sampaoli va vouloir en venir aux mains? Je mets une pièce sur Antonetti. Je pense beaucoup que Sampaoli, Antonetti, ça peut être vraiment explosif. Allez, on passe au deuxième sujet. Donc la dernière fois, il me semble que il y a quelqu'un dans le chat qui me parlait beaucoup du OM token. Et c'est vrai que c'est un truc sur lequel, enfin, j'ai pas du tout suivi ce que c'était OM token. Donc je suis parti un peu me renseigner, me dire bon bah ok, c'est quoi OM token? Donc on va lire un article du journal du coin. Enfin, je pense que c'est un jeu de mots avec journal du coin parce qu'on dit c'est des bitcoins, etc. Euh, pièces donc et il y a beaucoup de crypto-monnaies qui sont des coins et donc ce token OM est en rapport avec avec l'Ethereum qui est une crypto-monnaie. Allez, on y va. Allez l'OM, quand l'Olympique de Marseille rejoint la blockchain Ethereum. La crypto startup française, déjà ça commence fort. La crypto startup française Sorare propose de collectionner des cartes de jeu sur le thème du football via des tokens du réseau Ethereum, ETH. Aujourd'hui, c'est l'équipe de foot de l'Olympique de Marseille qui rejoint la partie. Donc moi, c'est vrai que je me demandais qu'est-ce que c'était cet Ethereum. Je me suis dit, mais est-ce que c'est une monnaie? Parce que je sais qu'à un moment, j'avais entendu parler de cette histoire de, comment dire, d'avoir des monnaies qui sont propres au club et que tu peux utiliser sur des plateformes d'échange par rapport à des reventes de places, tout ça, mais ça n'a rien à voir avec ça. Ah, je reprends qui dit Camboiré direct, clair. Je suis complètement une petite bagarre sans Paoli Camboiré, je serai pour. Enfin, en tout cas, je paye pour voir ça. Quand l'OM vient dribbler sur Ethereum. Après la Juventus de Turin et d'autres équipes, c'est le célèbre club de foot marseillais de l'OM qui se voit immortalisé sur la blockchain Ethereum. Dimitri Payet, Florian Thauvin et tous les joueurs de l'Olympique de Marseille vont ainsi être tokenisés. Donc un token, c'est un jeton. La société Sorare, basée à Paris, propose un jeu de fantasy football dont les cartes à collectionner sont transposées sous forme de jetons non fongibles sur le réseau ETH. Le jeu a ainsi attiré plus de 21 000 utilisateurs en juin 2020 avec un volume mensuel de 350 000 $ de cartes échangées. Donc jetons non fongibles, je pense que c'est-à-dire que j'ai un autre truc quelque part, là on pourra lire après, c'est-à-dire que c'est un jeton qui n'est pas copiable et qui, une fois que c'est créé et que s'il prend de la valeur, c'est par rapport au marché, tout ça, on va y venir. Mais en tout cas, c'est qu'il n'est pas, tu ne peux pas le forger, quoi. Tu peux pas en faire un faux. La valeur au bout des crampons. Pour chaque joueur de l'OM, une carte de joueur unique sera émise, en plus de 10 cartes super rares et 100 cartes rares. Ces cartes peuvent ensuite être utilisées dans le jeu de Fantasy Football pour participer aux compétitions virtuelles organisées chaque semaine en fonction de leur classement. Les participants peuvent gagner des récompenses. Selon le magazine Capital qui rapporte le lancement, les clubs de foot reçoivent des royalties allant de 5 à 15% sur la vente de nouvelles cartes émises par Sorare. En plus du coût marketing pour l'image du club, l'OM tirera donc quelques bénéfices financiers de cette association avec Sorare. Quant aux supporters de l'équipe, s'ils s'intéressent à leur objet de collection, ce sera pour eux l'occasion de réaliser comment la blockchain permet de les rendre exceptionnels. Alors, pour ce qui est, alors je vois Colonel Big Team qui dit ils ont levé 50 millions il y a quelques mois sur Arrêt. Oui, ce sont des cartes uniques. Oui, donc je pense qu'en effet il y a un marché, c'est certain, et que donc c'est plutôt pas mal qu'il y a enfin que l'OM aille là-dessus, pourquoi pas à la limite, hein, ça ne fait de mal à personne. Mais par contre, pour ce qui est des bénéfices, on en est assez loin parce qu'on parle de 5 à 15% sur des transactions, etc. Et pour le moment, j'ai appelé, enfin pour un autre sujet, mais j'en ai profité pour lui parler cette semaine Luc Arondel, qui est le co-auteur de ce très bon livre que je vous recommande sur l'argent du football. C'est très très bien parce que c'est didactique. Vous avez il y a plein de tableaux, plein de choses. Ça explique les choses très très clairement. Et donc je vous recommande. Voilà, il s'exprime ça de manière très simple et de manière à ce que tout le monde puisse le comprendre, mais aussi avec une vraie expertise parce que ce sont des mecs qui sont voilà, chercheurs au CNRS, etc. C'est pas des mouradards qui, comme l'a dit notre ami Zazaz là, qui fait de l'économie dans sa chambre. Eux, ils le font un petit peu à un niveau supérieur. Et
Et donc voilà, lui il m'a dit oui, c'est du gadget. C'est que pour le moment, faut pas s'attendre à avoir le déficit de l'OM comblé grâce au token. Mais c'est du gadget et pourquoi pas y aller? Alors, quelle différence? Parce que certaines personnes confondent et pensent que l'OM donc a sa monnaie. L'OM n'a pas sa monnaie. L'OM a donc un token. Donc on va juste lire ce petit paragraphe ici pour voir la différence entre token et crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, également appelée coin ou altcoin, c'est une unité de valeur qui existe sur sa propre blockchain. Le Bitcoin, l'Ethereum ou encore le Ripple sont des exemples de crypto-monnaie de coin. Un token est différent d'une crypto-monnaie, c'est une unité de valeur qui est créée sur la blockchain et qui agit comme un note pour lui. Les crypto-monnaies sont des monnaies digitales encryptées qui utilisent la cryptographie, une technique de cryptage qui vise à sécuriser et à vérifier les transactions. À la différence des crypto-monnaies, les tokens n'ont pas leur propre blockchain. Donc voilà, il faut bien saisir que l'OM n'a pas sa propre monnaie. Euh, voilà, ici je vois Chills veut permettre aux supporters d'avoir une influence sur le choix des maillots, porter ce genre de choses via des jetons du club. Marseille n'y est pas encore affilié, mais la Juve, Arsenal et bien d'autres sont déjà concernés. Ok, oui, je pense que c'est, enfin, je sais qu'il y a plein d'applications possibles, mais en tout cas, le token de l'OM. Le PSG a un token coté sur Binance. Ça peut rapporter en capitalisation. Binance est une très grosse plateforme, c'est une crypto-monnaie. En fait, là d'ailleurs, c'était donc toujours Luc Arandel qui me disait ah, c'est marrant que vous me parliez de ça parce que juste avant que vous m'appeliez, j'étais en train de regarder un peu la valeur des tokens du PSG, etc., qui augmentait parce que Messi venait d'arriver. Donc en fait, il y a aussi une histoire de les tokens peuvent prendre de la valeur. Et puis il y en a différents types aussi, puisque j'ai simplement regardé celui de l'OM et je ne connais pas les autres. Et la crypto-monnaie, c'est pas mon domaine d'expertise. J'ai essayé de m'y intéresser un moment, c'était une très mauvaise idée. Alors regardez, j'ai mis un peu du mien pour aller voir un peu à quoi ça ressemblait ce truc, parce que je me suis dit bon bah ok, je vais m'y inscrire. Donc c'était gratuit. Donc voilà, j'ai créé un profil ce matin. Et on te demande, enfin, on voit bien qu'on est dans un truc bah, c'est gratuit pour s'inscrire, parce que je vois que là sur le chat, ça demande c'est gratuit, pas gratuit, non, non, c'est payant. Non, moi, j'ai pu aller jusque là où je vais vous montrer gratuitement, mais après, en effet, on m'a demandé d'acheter une carte, et là, je me suis arrêté parce que j'allais pas non plus dépenser de l'argent pour ça, faut pas déconner. Euh, donc en fait, tu arrives, on te demande de choisir tes trois équipes préférées. Bon, donc déjà, si tu choisis trois équipes préférées, c'est pas c'est pas vraiment supporter de foot, quoi. C'est un petit peu footix, mais on est de plus en plus là-dedans dans tous les cas. Voilà. Et après, on te donne des récompenses, donc comme sur FIFA. Et donc moi, on m'a donné des packs de cartes. Donc on m'a donné voilà ces cartes-là. Donc j'ai 4, 8, 11 cartes qu'on m'a données. Donc ensuite, on m'a demandé d'en faire une équipe machin. Mais pour terminer mon introduction, voilà, ici terminer mon introduction. Bienvenue sur la place de marché. Le marché se divise en deux parties. Marché des nouvelles cartes. Vous pouvez enchérir sur de nouvelles cartes aux enchères. Ou marché des transferts. Vous pouvez acheter des cartes directement à d'autres managers à prix fixe. Donc voilà. Donc c'est gratuit, mais c'est gratuit pour l'introduction. Après, en fait, il faut payer. Et en effet, je vois qu'il y a des gens qui disent attention, c'est très très volatile la crypto-monnaie. En effet, moi, je ne vous recommande absolument pas d'investir là-dessus. Si vous voulez le faire, allez voir des gens qui sont compétents, hein. On est d'accord que là, moi, je vous expose un petit peu ce que c'est ce token, ce OM token, parce qu'on m'en a parlé, mais que j'ai zéro compétence en la matière, que je ne sais pas du tout si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, et que je sais qu'au bout de 10 minutes, on m'a demandé de payer pour de l'argent. On m'a demandé de payer pour de l'argent, heureusement. Enfin, je bois un petit peu parce que je parle un petit peu trop. Donc, autre chose que je voulais vous montrer, donc c'est un petit peu la valeur des cartes, c'est-à-dire qu'ensuite vous avez, donc vous achetez des cartes et apparemment leur valeur fluctue. Donc vous pouvez enchérir, elle fluctue aussi apparemment en fonction des performances des joueurs. Et voilà, donc par exemple, j'ai tapé Dimitri Payet et donc Dimitri Payet, il a
Il y a des cartes qui montent à 5000 balles, quoi. Donc, moi, je vous avoue que j'achèterais pas une carte de Dimitri Payet à 5000 euros. Ça m'intéresse pas trop, je comprends pas trop. Il y en a d'autres qui sont moins chers. En tout cas, il doit y avoir une raison à la fluctuation de ces prix, une raison que je connais pas. Parce que je pense qu'il y a aussi des cartes qui sont rares, il y en a d'autres qui sont moins rares, etc. Après, ça dépend aussi des saisons. Voilà, ça dépend de plein de trucs. En tout cas, voilà. On m'avait beaucoup demandé de m'intéresser à ce truc la semaine dernière dans le chat. J'ai essayé de le faire. Et au final, moi, ce que j'en retire, c'est que c'est un gadget. Crisy, tu as la carte Valère Germain, non, j'ai eu la carte Dario Benedetto. C'était la carte Valère Germain, c'est moins 100 euros direct sur ton compte. Bubu dit, l'OM essaye de se diversifier pour gagner des sous. C'est un petit peu ça. Là, je pense que ça coûte pas cher à l'OM. C'est-à-dire que l'OM prête sa licence à ce truc. Ils n'ont pas les capacités pour le faire. Pourquoi pas essayer? Je veux dire, ça coûte pas, ça coûte rien au club. Et puis, qui sait si ça se développe? Parce que en réalité, c'était Karine, c'était toi qui nous avais demandé de parler de la. Je vois que tu viens de connecter. Tu dis salut. C'est pas toi qui voulais parler du token OM? Parce que là, on vient de terminer. Et voilà, donc Nico qui demande le nom du site, c'est le nom du site pour aller sur le truc, c'est Sorare, donc c'est sur sorare.com, c'est la société qui fait ces tokens. Kofi on Rise qui dit au final tu as gagné des mots de tête après t'y être intéressé, non pas vraiment, en fait c'est il y a, il y a des subtilités qui ont à voir avec la crypto-monnaie dans lesquelles j'ai regardé tout vraiment en surface. Donc une fois que tu as compris que ce token ce n'est pas une crypto-monnaie mais ça utilise une partie de crypto-monnaie machin. J'ai vu qu'il y avait plus haut des gens qui nous expliquaient ce que c'était le jeton non fongible et que ça avait un rapport avec ça. Bon voilà, il y a ce truc là qui est un peu compliqué. Mais pour le reste, c'est simplement, voilà, c'est un gadget sur lequel vous pouvez investir en pensant, c'est un NFT comme le dit Klimbay, sur lequel vous pouvez penser que ça va prendre de la valeur. Et je sais qu'il y a d'autres clubs qui utilisent ces tokens pour des choses un peu plus, enfin pour des choses un peu plus concrètes dans la vie du club. Mais mais voilà, je sais pas, moi ça m'a pas paru dingue, ça m'a paru voilà un truc assez intéressant de regarder. Et ensuite, peut-être que pour les gens qui sont très très dans la crypto-monnaie, tout ça, ils pourraient vous en dire plus. Et peut-être que pour eux, ça les touche plus. Mais en l'état, moi, je ne saurais, je ne saurais vous, enfin voilà, dans tous les cas, je ne saurais vous conseiller d'investir nulle part. Je n'ai aucune compétence dans les investissements. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que c'était ce OM token et puis c'était intéressant aussi pour moi de voir ce que c'est. C'est un gadget. Voilà, c'est pas c'est Luc Arondel qui utilisait ce mot et je pense que ça convient parfaitement à ce que c'est pour l'OM en ce moment. Et voilà, je voyais aussi, voilà, tout à l'heure on parlait aussi du fait de diversifier ses sources de revenus. Et quelqu'un disait c'est Laurent Colette qui est là-dessus, c'est Laurent Colette, il y a aussi d'autres personnes qui s'occupent de ça. Et donc c'est ce que je vous disais la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il nous avait dit à une époque, et il nous avait dit voilà, il faut le but, c'est de chercher à multiplier les petits ruisseaux pour faire une grande rivière. Donc pourquoi pas? Et donc ça, c'est un tout petit ruisseau pour le moment, le token OM, mais ça coûte pas grand-chose à l'OM, donc je vois pas ce qu'ils auraient pourquoi ils n'y iraient pas. Mais ensuite, c'est souvent un peu survendu, c'est-à-dire que pour m'être intéressé un petit peu à tous les à côté économiques de l'OM, c'est que de temps en temps, on se dit, on nous vend par exemple le développement de la marque. Génial, génial, tu as développé la marque. Ok, ça veut dire quoi? Comment tu le fais? Avec quelle stratégie? Et en fait, la stratégie numéro un pour développer la marque, c'est d'être bon sur le terrain. Et ça, en fait, c'est le problème des financiers, que les financiers ont tendance à oublier. C'est-à-dire qu'ils se disent, ils ont des stratégies économiques qu'ils veulent appliquer au football et ils se disent, bon, on va développer la marque, alors on va faire des partenariats comme ci, on va faire des partenariats comme ça. Mais il y a certaines marques, limite, quand l'OM est mauvais, c'est limite nocif, quoi, d'être partenaire de l'OM.
enfin, limite nocive, je pense pas, mais en tout cas, la marque ne va pas avoir envie de continuer à payer beaucoup plus si tu continues à être nul. Donc en fait, dans tous les cas, la meilleure des stratégies, c'est d'être bon sur le terrain. Et encore une fois, je vous remontre ce livre, voilà, qui est très didactique et qui explique très simplement ce qu'est l'économie du football. Et dans leur explication, on voit que ça repose énormément sur les droits télé. C'est que les droits télé ont pris une ampleur considérable et en fait, ce qui est en train de vivre le foot français, c'est pas très bon. Ensuite, tu as la billetterie qui perd de plus en plus d'importance dans les revenus. Et ensuite, tu avais le sponsoring. Et là, le sponsoring, bon bah voilà, ça prend aussi de plus en plus d'ampleur, mais avec le Covid, tout ça, ça peut baisser. Et on avait discuté, parce il m'avait parlé aussi, et puis c'est là-dedans aussi que les clubs de première ligue donc parviennent, eux, à avoir une division presque égalitaire, un tiers, un tiers, un tiers. Il me semble que voilà, c'était match day, oui voilà, c'était revenu match day aussi. C'est différent de la billetterie pleine, c'est-à-dire que le revenu match day, ça comprend aussi toutes ces fameuses places à prestation, c'est-à-dire ces gens qui vont payer 800 euros plutôt que je sais pas 30 euros pour aller au Vélodrome. C'est des gens qui vont aller en loge, qui vont payer plus, ou alors avoir l'exploitation du Vélodrome, ça doit également servir à faire des week-ends, c'est-à-dire que vous êtes un supporter qui vient d'ailleurs, l'OM vous vend la nuit d'hôtel, vous vend la place au stade, vous vend la restauration, etc. Donc voilà, c'est tout ça les revenus matchday et l'OM a beaucoup de marge là-dessus. Et puis après voilà, il y a le sponsoring et le merchandising et ce genre de choses. Mais faut faire attention quand on nous parle plus de développer des sources de revenus annexes que les sources de revenus connues dont on sait qu'elles fonctionnent, c'est souvent qu'il y a un peu, enfin, moi ça me paraît être un peu fumeux, et surtout, lorsqu'on ne corrèle pas ces sources de revenus annexes aux résultats. Moi, s'il y a une chose qui m'énerve plus que tout autre au monde dans le football, c'est la manière dont on répète tout à fait naturellement. Je me souviens très bien d'avoir entendu Jean-Claude Gaudin le répéter, un truc pour le Vélodrome, tout ça, avec Jacques-Henri Hérault, dire oui, mais c'est normal, parce que les clubs de football veulent se protéger de l'aléa sportif, veulent protéger leur économie de l'aléa sportif. Ben non, 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 tu es un club de football. Un club de football, ça doit être fait pour gagner des matchs de football et pour jouer au football. Et que si tu gagnes des matchs de football en jouant bien au football, eh ben, tu gagnes de l'argent. C'est pas, parce que sinon, le danger qui nous guette, c'est-à-dire qu'on va avoir des financiers qui vont utiliser notre passion pour en faire une source de revenus. Ça aussi, c'est une phrase qu'avait dit, que m'avait dit d'ailleurs Laurent Colette, et je l'avais mis sur Football Club de Marseille. J'avais vu que le titre c'était DG de l'OM, transformer la passion en source de revenus. Je me suis dit waouh, c'est chaud quand même comme phrase. Personne n'en avait rien à faire, donc on s'en fout de ce genre de choses et on se dit de plus en plus, on s'intéresse de plus en plus à l'économie et c'est mon cas notamment le mien et on oublie que c'est le football, merde. C'est-à-dire que on ne peut pas, pour moi, on n'a pas le droit de décorréler football des sources de revenus du club. Non, non, il faut arrêter cette zumba de dire oui, mais maintenant il faut protéger les investisseurs. On entend souvent ça aussi. Donc on réduit les descentes. On dit oui, mais on va réduire les descentes comme ça protège les investisseurs. Mais non, mais non, tout le sel du football, c'est que tu peux descendre, c'est que tu peux être champion, c'est que tu peux être qualifié. C'est ça le sel du football. Et ça n'a pas à être décorrélé. Et un club a aussi des cycles. Et ça aussi, ils veulent pas le comprendre. C'est-à-dire que tu peux avoir un cycle, que le FC Barcelone, là, est sans doute à la fin d'un cycle. Mais non, on commence de plus en plus à dire oui, oui, non, mais il faut être protégé de l'aléa sportif. Il faut qu'économiquement, on soit protégé de l'aléa sportif. Non, désolé, il faut d'abord que tu construises un bon club sportif et ensuite tu développes d'autres choses. Et ça me fait mal parce que s'il y a un club avec lequel j'ai grandi dans la rivalité, alors bien sûr il y a le PSG, mais il y a Lyon aussi. Mais quand on voit ce que Lyon a fait,
c'est beaucoup plus solide. C'est-à-dire que eux, eh ben, ils ont construit un club de foot qui est solide, qui est basé notamment sur la formation, qui est basé sur des qualifications européennes régulières. Et maintenant, lorsqu'ils sont pas en Ligue des Champions, eh ben, ils absorbent ce coup dur assez facilement. Alors Cyril P25 qui me demande est-ce que tu sais si le projet de musée OM lancé par JHE est totalement abandonné ou susceptible d'être relancé un jour? JHE avait indiqué un jour que sa réalisation était liée à l'exploitation du stade, voire d'une partie de l'immobilier autour. Je crois non. Tout à fait, tout à fait. Ça c'est très nébuleux le projet de musée OM. Alors vous savez que moi j'avais travaillé sur le parc Chano et c'était, comment dire, c'est pas une info, mais c'est ce que j'avais cru comprendre dans ce que voulait faire l'OM. Et parce que aussi Jacques Henriero disait qu'il ne voulait pas faire un musée, qu'un musée c'était ennuyeux, etc. Qu'il fallait faire une espèce d'OM Space ou je sais plus comment il avait appelé ça, mais une espèce de parc d'attractions qui devra être plus OM qu'autre chose. Et, euh, et en fait, il fallait plus de place que pour un simple musée. Et je pense que le parc Chano, juste à côté du stade Vélodrome, parce qu'il avait répété aussi plusieurs fois, ça doit être très proche du stade Vélodrome, donc regarde, machin, tout ça. Bon, il n'y a pas 1 milliard non plus de bâtiments assez grands pour construire un parc d'attractions dédié à l'OM. OM Land, voilà, dit Kasama, c'est ça, c'était un espèce d'OM Land qu'il voulait faire. Et donc, je pense que ça, c'était pas mal corrélé à l'exploitation du parc Chano. Exploitation du parc Chano qui est très mal partie pour l'OM depuis plus ou moins la volte-face de Gaudin, parce que Gaudin devait décider avant de partir qui allait avoir la concession du parc Chano, et en fait Gaudin a fait du Gaudin et il a dit oh bon allez je laisse ça à quelqu'un d'autre, et puis aussi ses suivants politiques avaient dit si vous concédez le parc Chano pour 20 ans, nous on va se retrouver avec ça, vous n'avez pas le droit de le faire, tout ça. Donc je pense pas que le projet soit complètement abandonné, j'en ai pas de nouvelles, mais je pense que c'était pas mal lié à l'exploitation du parc Chano et qu'avec la pandémie, etc., la ville de Marseille avait autre chose à faire que de gérer ce parc Chano parce qu'il me semble qu'ils ont renouvelé d'un an supplémentaire à chaque fois la concession à la personne qui l'a actuellement. Donc c'est pas mort, mais je pense que c'est un peu pris du plomb dans l'aile et que si ça se fait, ça se fera ailleurs. Mais vu qu'il dit ils l'ont fait dans le stade OM Tour, je pense qu'ils voulaient faire quelque chose de plus impressionnant. Et je pense même quelque chose qui prenait en compte le stade aussi. Donc voilà, c'est ça en fait quand tu dis un OM Land où tu vas prendre en compte le stade. Voilà, tu peux pas aller beaucoup plus loin. Vontavius qui demande des nouvelles du musée OM, bah, c'était justement ce dont on était en train de discuter. Je disais que je pense que c'était beaucoup lié au parc Chano et que le parc Chano c'est vraiment à l'état végétatif pour l'OM. Donc voilà, on en est là. Voilà, bon, donc on a fait un petit peu le débrief du match de l'OM avec notre ami Camélus Blas, donc n'hésitez pas à aller sur Hors-jeu, c'est un très bon site. On a été un peu parlé de token OM avec ça, je vous avoue que c'est pas un endroit où je fais beaucoup le journal du coin parce que je suis pas très porté sur la crypto-monnaie, mais bon, c'est une autre histoire. Et donc on a été voir Sorare, machin, à quoi ça ressemble. Et maintenant, je voulais vous parler donc de ce livre. D'ailleurs, voilà. Alors attendez parce que quelqu'un n'était pas content pour l'autopromo, donc on va continuer dans l'autopromo. Oh putain. Voilà. On y est. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre. Voilà, là on est bien dans l'autopromo. Donc OM Bielsa, enquête sur une relation passionnelle. Vous pouvez le trouver à peu près partout, je pense. Et n'hésitez pas à aller dans vos libraires du coin, etc. Vous demandez à le commander, ils l'auront. Et on va s'intéresser donc à un autre livre sur Bielsa. Il y en a beaucoup. Et celui-là, c'est un peu un livre de référence. C'est Marcelo Bielsa, Les 11 chemins vers le but.
Alors c'est un livre de référence qui a été écrit par un Chilien, il me semble en tout cas. Le journaliste et ancien dirigeant Eduardo Rojas Rojas, qui en tout cas à l'époque où Bielsa est au Chili, et donc c'est un condensé de Bielsa, c'est-à-dire que c'est des présentations de Bielsa, c'est beaucoup de ces plans, des choses comme ça, c'est divisé en plusieurs parties, c'est vraiment très très bien fait, mais sincèrement ce qui est épatant, euh, c'est Bielsa quoi. C'est-à-dire que vous lisez et puis vous avez envie d'aller conquérir le monde quoi. C'est incroyable. Je sais pas comment vous le dire, mais euh, donc je vais vous lire un petit morceau de Bielsa. Et c'est vraiment incroyable quoi. Enfin, j'ai des marque-pages partout, mais tiens, comme ça, on va rester dans notre sujet. Bon, ça, vous l'avez déjà lu, vous l'avez déjà entendu, je pense, sur l'entreprise, sur le fait que l'entreprise ressemble de plus en plus à une entreprise. Euh, la différence entre passion et obsession, c'est incroyable, c'est incroyable vraiment. Je vous jure que je peux, enfin, je souscris à tous les mots de ce livre et je me dis putain, mais comment il fait pour les dire? Euh, Allez, on va passer à un petit truc. On va lire un petit truc. Est-ce que tu es d'accord avec Bielsa quand il dit que Sampaoli est meilleur que lui? Je sais pas. Je sais pas. Kofi Andreis qui dit ce livre de Rojas Rojas, c'est l'art de la guerre de Sun Tzu version foot. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, on va passer à un truc sur les convictions. Euh, alors, on y va. C'est Bielsa donc qui parle donc. Si je devais un jour analyser un entraîneur, je me passerais du résultat. J'examinerais la méthode. Un entraîneur n'est pas meilleur par ses résultats ni par son style, son modèle ou son identité. Ce qui a de la valeur, c'est la profondeur du projet, les arguments qui le soutiennent, le développement de l'idée. Il ne faut pas juger l'idée mais le fondement. Il est possible d'apprécier des projets antagoniques, mais ce que l'on ne peut jamais faire, c'est remplacer les convictions. Je crois plus au prestige, à la prolixité et à l'estime qu'à la popularité. Il est difficile de comprendre que les objectifs ne sont pas plus importants que l'effort produit pour les concevoir. Je crois beaucoup à la réflexion, mais je n'écarte pas mon instinct. Je n'écarte pas la connaissance, mais je crois en l'intuition. Je reste sur mes gardes, mais je crois en la confiance en soi. Je m'intéresse beaucoup à ce qui a rapport avec ce que je fais, mais j'estime ceux qui ont une position dispersée. J'apprécie la persévérance, la patience, la tolérance. Je préfère la discrétion à l'exhibitionnisme, la sobriété à l'arrogance, la persuasion au doute, même si je respecte le doute, et la générosité à l'égoïsme. Le confort est nocif pour tout groupe. Admirer celui qui fait des efforts, celui qui s'implique et rapprocher le distant, s'impliquer et avoir peu de tolérance pour l'indifférent. Moi, je dirais aux sportifs de haut niveau de ne pas permettre que les échecs détériorent leur amour-propre. Quand tu gagnes, le message d'admiration est si confus, tant d'amour envers toi-même te stimule tant que ça te déforme beaucoup. Et quand tu perds, c'est tout le contraire qui se passe. Il y a une tendance morbide à te discréditer, à t'offenser seulement parce que tu as perdu. Dans chaque tâche, on peut gagner ou perdre. L'important, c'est la noblesse des ressources utilisées. L'important, c'est le parcours, la dignité avec laquelle le chemin a été sillonné dans la quête de l'objectif. Le reste, c'est un conte pour nous vendre quelque chose qui n'est pas réel. Je suis absolument convaincu que la célébrité et l'argent sont des valeurs insignifiantes. Mais, bien sûr, on nous les décrit avec un poids si significatif qu'il paraît impossible de résister à les apprécier. Je pense que l'esprit amateur, l'amour envers la tâche, c'est la seule chose qui rende satisfaisant le parcours par le travail. Quand j'observe la manière dont on décrit les célébrités, les idoles qui sont mises en avant par le fait d'être millionnaires, célèbres, hors de la réalité sociale, différente des gens ordinaires, je déplore énormément que ce genre de choses soit hiérarchisé. Je peux vous dire que dans ma vie, c'est dans les échecs que j'ai grandi et dans les succès que j'ai empiré. Le succès déforme, trompe, nous dégrade, nous aide à tomber excessivement amoureux de nous-mêmes. L'échec est tout le contraire. Il est formateur, il nous rend solides, il nous rapproche de nos convictions, nous rend cohérents.
Même si je lutte pour gagner et je travaille sur ma planification parce que je veux gagner sur le terrain, si je ne distinguais pas ce qui est réellement formateur de ce qui est secondaire, je serais en train de me tromper. Je suis convaincu d'une chose, j'étais heureux quand j'appréciais l'amateurisme, j'étais heureux quand je grandissais dans l'amour de mon travail. J'ai un amour profond pour le football, pour le jeu, pour les matchs au coin de la rue, pour les terrains vagues, pour les matchs entre amis, pour le ballon, et je méprise tout ce qui a été ajouté pour le rendre étrangement désiré. Je sais que la joie d'une victoire ne dure que 5 minutes. Le match se termine et il y a une sensation d'effervescence, une sensation d'adrénaline totale qui génère de l'excitation et du bonheur, mais cela dure à peine 5 minutes et vient ensuite un énorme vide, une solitude indescriptible. Je veux insister sur le fait qu'il est bien mieux d'être prestigieux que populaire, que le chemin parcouru est bien plus important que le succès qui peut être obtenu pendant la quête, que les faits soient bien plus significatifs que les mots, que prouver est bien plus important que parler, qu'il faut permettre l'accès à l'information qui irrigue notre partie noble et empêcher l'entrée de celle qui alimente nos instincts les plus vils. Je ne me suis jamais laissé tenter par les éloges. Les éloges dans le football sont une hypocrisie absolue. Le football est conçu de cette façon. Il doit y avoir une grande joie ou une grande tristesse. Victoire ou défaite, sang ou applaudissements sont des valeurs très chères à l'être humain. Voilà, donc je vous répète, donc c'est vraiment quelque chose. Si vous avez apprécié le passage, si vous avez apprécié le passage de Bielsa à l'OM, donc mon livre, c'est pour revivre ça, c'est pour revivre voilà les émotions de cette saison-là en particulier. Et ce livre-là, c'est la moelle de Bielsa en fait. C'est ça, c'est Bielsa tout le temps. Qui est voilà ce qu'il pense, la manière dont il se construit, la manière dont il. En fait, souvent on a dit oui, Bielsa il est bizarre, mais en fait quand tu lis ça, tu comprends pourquoi il est bizarre parce il réfléchit beaucoup et donc il agit selon ce qu'il pense et selon les dangers qu'il pense qu'il le guette et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, voilà. Et puis surtout, c'est Lucarne Opposé. C'est un site aussi qui traite du football sud-américain depuis au moins, enfin j'ai envie de dire depuis au moins 10 ans, peut-être plus, je sais pas. Et puis de tout ce qu'ils appellent l'autre football, donc c'est-à-dire le football qui n'est pas forcément médiatisé. C'est un excellent site, Lucarne Opposé. D'ailleurs, on peut y aller. Ils ont souvent des choses très qualitatives. Voilà. Donc n'hésitez pas à. Par contre, pourquoi je trouve pas. Je trouve le. Ah oui, bah oui, c'est ici. Voilà, n'hésitez pas à y aller aussi. Voilà, si vous voulez vous renseigner. L'an dernier, ils avaient aussi édité une biographie de Garincha, qui est un joueur aussi exceptionnel. Donc là, cette année, ils éditent ça. D'ailleurs, la traduction est effectuée par quelqu'un que l'on connaît et que l'on a revu ces derniers temps. Donc il y a Nicolas Cougo qui est le fondateur de Lucarne Opposé, et puis il y a Nicolas Faure qui est le traducteur de Sampaoli, le traducteur de Bielsa, celui qui est là au moment où Bielsa annonce sa démission et qui était là donc ces derniers jours pour faire la traduction de Sampaoli. Donc c'est aussi, enfin la traduction est excellente. Voilà, c'est son job en plus à Nico d'être traducteur. Donc voilà, je voulais un peu mettre ça en avant parce que c'est vrai que des fois on me dit aussi, oui Mourad, t'as un biais de négativité. Et c'est vrai que j'ai un biais de négativité, notamment lorsque, tu vois, là depuis tout à l'heure sur le chat, vous êtes des dizaines et des dizaines à me dire ah salut, ça fait plaisir de te voir, vraiment des messages très positifs, et j'en reçois tellement, et puis il suffit d'un message négatif, et puis souvent je vais me concentrer là-dessus. Donc c'est vrai que je peux avoir un biais de négativité par moment, mais j'aime aussi, voilà, justement mettre en avant ce que j'aime, c'est pour ça que je parle beaucoup trop de Bielsa parce que ça m'a vraiment marqué et c'est pour ça que voilà là ici je vais essayer de parler de choses que j'aime parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont positives. Coffee on Race qui dit Mourad, maintenant qu'il est possible de retourner au stade en première ligue, penses-tu aller voir un match de Leeds cette saison? Pourquoi pas, pourquoi pas. J'avais été les voir en Championship contre Preston
C'était une super victoire 3-0 avec Bilal d'ailleurs. On avait utilisé Free Coach for Fans, sa fameuse application, et c'était super bien parce que donc on avait été accueilli par un mec de Leeds, etc. Et puis donc voilà, il y avait aussi tout le côté découverte de la ville comme ça, et puis d'aller au stade, et puis en plus Leeds c'est pas mal au niveau des supporters anglais, je sais qu'ils sont détestés, mais je veux dire il y a encore une ambiance quoi, alors que dans beaucoup de stades il y a plus trop d'ambiance en Angleterre, donc je sais pas, c'est possible, mais après j'aimerais beaucoup. J'espère que l'OM va aller très très loin en Europa League et que l'OM va aller dans des coins très exotiques, je ne sais pas si exotique est le bon mot, mais en tout cas que je pourrais aussi suivre l'OM. Enfin voilà, j'ai envie de vivre des matchs de l'OM de Sampaoli. J'ai envie de vivre un max de matchs de l'OM de Sampaoli et j'espère que je pourrai faire ça en même temps que d'aller dans des villes où j'ai envie d'aller. Genre si ils peuvent jouer contre Sarajevo, ce serait pas mal. Merci Cyril qui dit j'ai adoré ton livre, c'est très sympa, merci beaucoup. Et, et voilà. Donc je vous rappelle un petit peu ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc la hors-jeu, voilà, que je vous recommande voilà, d'aller lire la Canebière Academy après les matchs. Je suis pas très très compte rendu de match, hein, on va pas se mentir, je trouve que c'est souvent assez ennuyeux. Donc en fait j'aime beaucoup les comptes rendus d'hors-jeu parce que ils sont drôles, il y a de l'humour et c'est très très bien écrit. Ensuite, donc, on s'est intéressé au token de l'OM qui est un gadget, en fait, pour le moment, pour jouer à un jeu, si j'ai bien compris. Et enfin, donc, on a parlé de Lucarne Opposé et de ce livre qu'ils viennent de publier, qu'ils viennent de traduire, donc les 11 chemins vers le but. Voilà, n'hésitez pas à voir ça. Phocéen du 65 qui nous dit des nouvelles du film des Minots. Alors en ce moment, Julien le réalisateur enfin, réalise. Il fait du montage, j'allais dire, il réalise. Il fait du montage et pour le moment, donc on a énormément d'images parce qu'on a déjà fait énormément d'interviews. Donc là, on est à une phase où il faut faire le tri dans tout ce qu'on a et commencer. On a déjà un fil conducteur, tout ça, on sait où on va, mais un peu dégraisser le mammouth pour reprendre l'expression d'un ancien ministre de l'Éducation que seuls les vieux peuvent connaître. Et donc nous, avec Ben, il nous dit bon bah j'ai besoin d'une archive pour ça, et donc on va chercher l'archive, on lui donne, et pour le moment voilà, on est dans une phase de montage avant de faire une deuxième salve. Enfin, pas une deuxième salve, une cinquième salve d'interview, mais qui sera une salve complémentaire. C'est-à-dire que là, le montage, il est en train de voir ce qu'il manque en fait dans le film, et puis après ben, on va aller chercher ce qui manque dans le film. Donc voilà, on en est là. Donc on va sans doute reprendre les interviews. Je pense qu'on avait parlé avec Ben de la fin du mois d'août, la fin des vacances, parce qu'en plus ouais, il y a aussi les trucs où les uns et les autres on part en vacances. Pierre qui me demande si si je veux retourner en Ukraine. Bah, épisodiquement, oui, mais, mais pas pour y vivre. Non, je vais pas, enfin, je vais aller vivre à Auriol, moi. Je veux qu'on me fasse je veux acheter une maison dans un village du coin. Le film sera, Coffee and Rice qui demande si le film sera disponible en support physique ou en VOD sur une plateforme quand il sortira. Je peux pas te répondre encore. Je peux pas te répondre. On va, voilà, toutes les personnes qui ont participé au crowdfunding vont recevoir le film. Après, ça dépend, voilà, de si on vend le film, à qui on le vend, là-dessus, on n'a pas encore de visibilité là-dessus. Et Pierre qui dit oui, retourner en Ukraine si l'OM joue en Europa League, j'adorerais forcément. C'est si Monaco élimine le Shakhtar et que le Shakhtar est est dans notre poule, ou alors qu'on doit aller jouer un huitième ou un quart et que là on a un Sampaoli de Zerbi, j'adorerais aller en Ukraine pour ce match-là, ouais, c'est clair. Même si du coup le Shakhtar ne joue pas à Donetsk mais joue à Kiev. Et Kiev aussi d'ailleurs qui peut être comment dire enfin, ils vont aller en Ligue des Champions, mais s'ils se font éliminer en poule, bon, on pourra peut-être les jouer aussi. Donc, et puis, je ne sais pas quel club ukrainien est en fait en UEFA cette année. Il faudrait que je regarde. Mais oui, j'aimerais beaucoup retourner en Ukraine dans tous les cas. Et voilà. Enfin, après, j'aimerais beaucoup aller dans plein d'endroits.
énormément aimé Sarajevo. C'était une ville qui m'avait un petit peu surpris. J'en parlais récemment avec quelqu'un qui me disait, oh, j'ai pas du tout aimé, mais moi j'avais trouvé ça très surprenant comme ville, donc j'aurais bien aimé. Il est en quel état le stade du Shakhtar? Bah, écoute, là, il y a eu quelques bombardements. Après, il était tout neuf, donc je pense qu'il doit pas être en trop mauvais état, mais il me semble il y a l'armée dedans, etc. C'est compliqué la situation en Donbass, donc il ne doit pas être dans le meilleur des états, et je sais que les supporters du Shakhtar attendent avec impatience le fait de retourner dans leur stade, etc. Et puis j'espère bien sûr que tout ça va bientôt se passer. Bon, messieurs, Zorya Lugansk est le club en Europa League, oui, j'aurais dû le savoir, c'est pas étonnant, puisque le Zorya est à peu près à la troisième. Il n'y a pas Alexandria aussi, enfin ils y étaient la saison précédente, je pense. Enfin bref, faudrait que je regarde. Je vous avoue que l'an dernier, en fait, j'ai beaucoup suivi le Dynamo et le Shakhtar et pas beaucoup le reste, parce que, en fait, malheureusement, le championnat ukrainien se résume un petit peu à ces deux équipes. Parce que les autres sont vraiment d'un niveau bien inférieur. C'est un peu triste parce qu'avant c'était pas trop le cas. Bon, on va peut-être s'arrêter quelque part ici, messieurs, dames. Si vous n'avez rien de plus à me demander, je pense que je vais vous laisser. Et je vous donne rendez-vous dans tous les cas la semaine prochaine. N'hésitez pas si vous avez un sujet qui vous intéresse, un truc duquel vous avez envie qu'on parle, de m'en parler, de m'envoyer un message sur Twitter, ou d'ailleurs faut que je réponde à certains messages sur Twitter. Mais n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions si vous avez des thèmes, même si le token OM c'était par exemple, c'était intéressant de s'y intéresser, de voir un petit peu ce que c'était, parce que sinon je sais pas si je l'aurais fait naturellement. Bah, j'en profite, j'ai pas Twitter, bah n'hésite pas, même je sais pas si on peut envoyer des messages via Twitch, mais si tu peux, Ryan me fera passer. Et dans tous les cas, s'il y a des sujets, voilà, je suis preneur aussi. Pourquoi pas aussi parler de choses qui vous intéressent vous, mais dans tous les cas, on aura 3 sujets la semaine prochaine. Sans doute un sujet Bielsa, hein, parce que pourquoi pas faire un sujet Bielsa à chaque fois. Idée, faire un point sur l'OM Data Lab, si tu as des infos. Ah, ça c'est une très bonne suggestion, mais oui, ici on est plutôt dans ce qui existe déjà, donc ça c'est plutôt une très bonne suggestion du côté, enfin pour un truc à creuser quoi. Colosse, ah oui, ben oui, et Colosse et Vorskla, mais c'est en Conférence League, donc à moins qu'on descende, enfin en Conférence League, ce qui est encore possible, il me semble, on ne les jouera pas, mais j'aurais bien aimé jouer en effet contre le Colosse Kovalivka, ça aurait été marrant. Bon, on va vous laisser parce qu'il commence à y avoir des questions sur Messi. Mais je rigole. Mais Bado qui me demande est-ce que l'arrivée de Messi peut aider pour prolonger Camara. Non, je vois pas pourquoi. En fait, je vois pas. Vous savez, il faut pas croire à cette fameuse théorie du ruissellement. C'est un peu de la connerie quand même. Surtout quand on a déjà vendu les droits télé à l'étranger. Donc voilà. Allez les gars, je vous dis à bientôt, je vous dis à la semaine prochaine, dans tous les cas. Donc n'hésitez pas, Sorlotte à l'OM, tu prends, je ne le connais pas assez sur le profil, pourquoi pas. Enfin, l'écurie Red Bull, en règle générale, ils sont jamais très loin, même quand ils se trompent, c'est jamais du mauvais. Et voilà, donc allez, on se dit au revoir. Donc je vous rappelle, petit coup de promo, achetez mon livre pour Bielsa à l'OM. Et puis acheter aussi Marcelo Bielsa, les 11 chemins vers le but. C'est Lucarno Posé qui fait ça et c'est très très bon. Comme ça, vous aurez le particulier et le général. Et je vous dis à très bientôt. Merci d'être là, d'être bienveillant. Il n'y a que des commentaires positifs. Il y a quelques merci au modo aussi. Merci beaucoup. Parce que sans doute que si je peux dire que c'est si positif, c'est grâce à vous les modos, donc merci beaucoup et on se dit à la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des idées de sujets un peu comme le token OM ou l'OM Data Lab, de me les proposer soit sur Twitter, soit en message sur Twitch, et puis on verra si on peut traiter ça. Allez, ciao, merci encore, à bientôt.